parce que finalement, un livre, quand ça t'a donné une émotion, c'est quand même un objet assez intime. Oui. Et pendant tout un moment, je suis passée à la liseuse, parce que je trouvais qu'en voyage, en vacances, c'était tellement pratique. Et plus reposant pour les yeux. Et en même temps, j'ai cette énorme frustration de ne pas pouvoir me replonger dans un chapitre, de pouvoir prêter le livre. Ou, Avant, j'étais un grand passeur de livres. Et j'habitais Knock, et quand j'avais des amis à Charleroi, je leur proposais toujours l'un ou l'autre bouquin. Et puis j'avais toujours l'occasion de retourner. Jusqu'au jour où je dis, écoute, je pourrais récupérer. Sa femme l'avait lu, l'avait trouvé chouette, l'avait donné à sa sœur, et la sœur l'avait donné. Donc ça disparaît. En même temps, c'est le but d'une histoire finalement, C'est de te le donner but, de l'émotion, oui. et puis elle a donné à l'auteur, et l'auteur finalement, l'émotion qu'il fait passer n'est pas nécessairement celle que le lecteur Tout va à fait. ressentir. Et puis, c'est comme une bonne recette. J'ai toujours du mal avec les gens, moi, qui ne me donnent pas leur recette. Je Alain comprends pas. Cadéot, Mais c'est la même chose avec un oui. bouquin. Alain Cadéot, que tu connais, me disait, lui, les plus belles lectures que je peux faire, c'est quand je vais dans une salle d'attente, il y a un livre qui est là posé, je regarde et je découvre des choses. Et ça, c'est mon rêve, dit-il, c'est qu'un de mes bouquins soit abandonné quelque part, que quelqu'un l'ouvre et découvre aussi quelque chose. Ça, c'est beau. Pas nécessairement nécessaire d'être dans des piles dans les librairies et partout. Il faut laisser la surprise dans la découverte. Je me suis toujours dit qu'à rencontrer un livre, c'est comme rencontrer un partenaire de vie. Oui. Au moment, c'est une rencontre. Parfois, tu prends le bouquin, c'est juste pas le bon moment, ou ça ne correspond pas, ou l'ambiance générale, l'atmosphère ne te convient pas. Ouais. Tu aurais pu rencontrer ta femme 3 mois avant, 3 mois après, ça l'aurait peut-être pas fait. Tout à fait. Un livre, c'est un peu ça. Tu vois des exemples là, parce que voilà. Ça, c'est un autre exemple, voilà. C'est là, à un moment donné, je vais prendre celui du dessus, puis celui du milieu. Pourquoi? C'est l'ambiance, c'est le temps, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Oui, j'aime avoir une pile à côté de moi. Ah oui, et voilà, puis, des piles. et puis aussi, comme je lis pas mal de bouquins qui sont plus liés au développement personnel, Oui. ce ne sont pas des romans. J'ai du mal à lire les 400 pages d'un coup. Donc, oui, c'est du fractionné, je me nourris, je laisse infuser, puis je reprends un roman pendant ce temps-là, puis je repasse au développement personnel, et c'est un peu ce ping-pong que j'aime bien. D'accord, tu joues avec ça, quoi. Oui. Oui, mais ça permet de rebondir. Et puis, il y a des moments où je suis dans un bouquin, je vais passer la nuit, et je me dis, allez, j'ai mal aux yeux, mais encore un petit chapitre. Encore un petit chapitre. J'adore ce moment-là. Dans ton style d'écriture, je trouve que tu as changé. Il y a eu une évolution, je ne sais pas ce qui a pu susciter le changement de rythme dans l'écriture, mais je trouve que dans le dernier qui vient de sortir, j'ai été percuté justement par le style que tu as employé cette fois-ci, qui est tout à fait différent des deux autres que j'ai. J'ai pas le sentiment qu'il soit tout à fait différent, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'il est plus abouti. Dans le sens où il y a peut-être 3 choses qui expliquent ça. La maturité, je pense, et le fait que jusqu'à présent, même quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais je raconte des histoires. Voilà. Et maintenant, j'assume le fait que je sois auteur. Et je me suis sans doute plus investie. J'ai eu la chance d'avoir rencontré un agent littéraire, Valérie Miguel-Crac, qui m'a mis en contact avec Flammarion. Et la grande force, notamment d'avoir un agent littéraire, c'est que tu as quelqu'un avec qui tu as un ping-pong intellectuel par rapport à ton écriture, quelqu'un qui est bienveillant mais qui n'est pas complaisant, et qui va pouvoir te dire, écoute, là je pense que tu n'as pas été assez loin, là tel personnage est un peu faible, là. Et le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, du fond, m'a permis sans doute dans la forme de me lâcher et d'écrire ce que j'avais envie de faire. Et puis, je crois que c'est vraiment l'expérience. En relisant mes anciens livres, souvent je me dis, t'as pas été assez loin dans l'écriture. Oui. C'était pas assez abouti. Parce que quand on voit, quand on analyse un peu les personnages des précédents, on les voit, ils évoluent. Mais ici, chaque personnage, quand j'ai démarré le bouquin sans savoir où j'allais, je dis, mais oula, comme personnage principal, c'est pas mal. Eh bien, c'était pas le personnage principal. Pourtant, il était bien décortiqué, il était tout. Et puis, il est là. On ne disparaît pas, puis tu as un autre qui vient, et tu prends beaucoup de sympathie pour chacun des personnages, ou bien alors tu te méfies de celui qui se présente à nouveau, et chaque fois tu te dis, mais bon sang de bonsoir, c'est bien étudié, bien ciselé, c'est bien décortiqué, mais il y a eu un travail énorme au niveau de l'avancement de l'ouvrage pour ça.
Il y a eu un travail qui, je dirais pas qu'il a été énorme, dans le sens où j'ai écrit le livre comme Oui. je pensais qu'il devait être rédigé. Je l'ai envoyé à mon agent qui m'a effectivement fait toute une série de remarques et qui étaient très constructives, qui m'ont permis de me dire ben oui, là tu vas pas assez loin, là tu vas trop vite à la conclusion, ou tout tel personnage, par exemple le mari d'Emma, Yvan, il est un peu faible, il faudrait peut-être lui donner plus de consistance. Et ça m'a obligée à me pencher plus sur les personnages secondaires. Et je trouve que c'est un exercice très intéressant. Et je sais que dans le livre que je suis en train d'écrire actuellement, j'ai appris la leçon. Oui, oui. Ces personnages secondaires ont besoin d'avoir une profondeur pour pouvoir créer les fils invisibles entre tous. Et j'ai aimé cet exercice. Et j'ai aimé être challengée, j'ai aimé qu'on me dise, au-delà du commentaire j'aime ou j'aime pas que peut me donner un lecteur, ce travail plus fouillé. C'est un peu ce que Vincent Engel a fait de beaucoup plus tôt. Oui, tout à fait. Au départ, il y a des personnages qui se mettent en place et puis tu l'oublies. Lui ne l'oublie pas, et 2 ou 3 romans après, tu vois, on revient rechercher l'arrière-petite cousine qui est partie en voyage, et c'est un roman complet qui apparaît. Et ça, je trouve bien quand on construit un personnage comme ça. Ça ne devient plus un personnage secondaire. Ils sont tous personnages avec un grand P. Oui, et puis en même temps, il y a des personnes que nous croisons dans notre vie et qui ont croisé notre route quelques heures, quelques minutes, quelques mois, et non pas 30 ans, et finalement qui ont pu avoir une importance cruciale à un certain moment. C'est un petit peu, je pense, la même chose d'un personnage secondaire dans une histoire. Il est là pour apporter sa petite goutte d'eau à l'histoire, et en même temps, peut-être que cette petite goutte d'eau va faire en sorte que le ruisseau va dévier par la suite. Donc les personnages, même secondaires, dans les livres comme dans nos vies, ont une importance. Mais c'était un magnifique exercice de se plonger dans l'écriture d'un récit où je savais que à la fin tous les personnages devaient se relier et avoir une trame commune. Mais manipulatrice, tu es là. Écoute, oui, mais enfin, oui, tout je crois que c'est l'avantage de pouvoir être auteur, c'est de pouvoir avoir plusieurs vies, d'être manipulateur ou pas, de pouvoir inventer des personnages qui nous ressemblent ou pas. C'est une évasion extraordinaire. Je ne connais pas d'autres métiers qui pourraient me procurer ça. Si, on pourrait peut-être un bon cuisinier. Oui, effectivement. Parce qu'il peut te surprendre, il peut te surprendre par quelque chose, ben ça je connais plus. Tu dois être créatif, il donne de l'émotion, il donne du plaisir, ou parfois ça peut ne pas plaire. Et le sommet, c'est quand le vin vient aussi relever. Donc je pense qu'en cuisine aussi, on peut avoir ce genre. En fait, je pense que tous les métiers de création, un sculpteur, un peintre peut donner la même émotion à son public. Et finalement, donner du plaisir aux gens de cette manière-là, c'est extraordinaire. Dans les tiroirs, tu as quelques vieux manuscrits qui sont là, qui n'ont jamais bougé? Non, pas du tout. J'ai quelques idées que je n'ai jamais encore creusées. Soit c'était pas l'instant, soit je ne me sentais pas encore apte à le faire. En fait, je ne suis pas... Je suis d'abord happée par un sujet. Et puis, c'est le sujet qui va me faire construire l'histoire. À un moment, j'ai eu envie de parler du désir féminin. Pas du tout de ce qui se passait sous la couette, mais qu'est-ce qui va amener une femme à avoir envie d'aller sous la couette. Et donc j'ai commencé à creuser, j'ai assisté à des groupes de parole, j'ai parlé à des sexothérapeutes, et mes personnages se sont mis en place un petit peu malgré moi, et j'ai pu écrire Monsieur à la migraine. Là pour l'instant, je suis passionnée de psychogénéalogie. Le fait que malgré nous, bien que nous ayons l'impression de faire des choix totalement conscients, de choix d'études, de choix de vie, de choix de partenaires, on met tout le temps nos pieds dans les empreintes de nos aïeux et des générations avant nous. Il y a énormément de fidélité consciente ou inconsciente, de réparation qui se joue. Et donc je suis en train de lire plein de livres sur le sujet. Je vais assister à des colloques ou rencontrer des personnes qui font de la psychogénéalogie. Et après, tout va se mettre en place et je sais que lorsque je devrai écrire le livre, ce sera déjà digéré en moi et ce sera beaucoup plus facile. Par exemple, des moments humoristiques. Alors, soit je les invente, soit il y en a que j'ai vécu. Et par exemple, il y a une scène dans Depuis mon cœur un battement de retard où Alexandra, qui est directrice de pompe funèbre, houspille un petit peu deux fossoyeurs parce qu'ils n'ont pas fait leur contrôle prostate post-cinquantenaire.
Et en fait, voilà, c'était une scène qui s'était passée dans ma vie quotidienne, qui nous avait fait beaucoup rire, et j'ai transposé l'humour de cette scène qui s'est passée dans un bon resto à 4 pour en faire une scène du roman. C'est Qui un a fait personnage, rire, Alexandre. Là. oui. C'est peut-être mon personnage préféré. Oui, moi je trouve aussi. Parce qu'elle a un punch incroyable, elle n'hésite pas. Oui, elle n'hésite pas, enfin, c'est peut-être celle qui me ressemble le plus. Je crois que c'est pour ça que je me suis attachée à elle. Elle n'hésite pas et en même temps elle a des fêlures, mais elle les dépasse, elle ose, elle avance et elle assume pleinement qui elle est. Et c'est pour ça que je les trouve intéressantes. Le document a commencé à être écrit quand, lui? Alors, le document a commencé à être écrit en septembre, il y a 2 ans. Je l'ai remis à mon agent en avril passé. Tu avais déjà l'agent à ce moment-là? Oui, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours d'avoir pu trouver un agent, une maison d'édition avant que Luce Wilquin ne décide d'arrêter. D'accord. Et donc, Le hasard, un goût de cake au chocolat était mon dernier livre paru chez Luce. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de grandir. Et je lui en ai parlé en lui disant, voilà, maintenant j'ai envie de grandir. Et malheureusement, tu es à un stade de vie où tu ne peux pas m'accompagner. Et j'ai envie de tenter l'aventure ailleurs, surtout que au même moment, une agent littéraire, Sharon Galland, qui habite en Belgique, m'avait contacté et m'avait dit, écoute, j'aimerais te mettre en contact avec une de mes collègues en France, je pense que ça se pourrait bien se passer entre vous deux. Et effectivement, le courant est passé humainement et professionnellement, et j'ai décidé de tenter l'aventure avec Valérie Miguel-Crac, en lâchant Luce et en sachant pas du tout si j'allais trouver quelque chose d'autre, mais c'était juste pour moi, c'était le bon moment, un moment où il faut oser lâcher ce qu'on a et tenter. Et j'ai écrit le livre jusqu'en avril passé, j'ai eu du ping-pong intellectuel donc sur le texte avec Valérie jusqu'au mois d'août. Et au mois de septembre, elle l'a envoyé à une dizaine de maisons d'édition qu'on avait sélectionnées. Et très rapidement, un peu plus de 8 jours après, j'ai reçu un message de sa part en disant que Flammarion était intéressée, mais que ça ne sortirait qu'en avril. C'est des processus longs. Autant la gestation d'un livre peut être longue, l'écriture d'un livre, bon, chez moi, ça me met entre 6 mois et 1 an. Mais après, il y a encore tout un processus post-écriture qui se met en place, dans lequel finalement l'auteur n'a pas toujours grand-chose à lire parce qu'il y a du marketing, il faut que ça se mette bien dans l'agenda, il y a des salons, il y a d'autres auteurs qui doivent passer avant ou après. Et finalement, à ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est croiser les doigts et faire confiance aux personnes avec qui on travaille, qui sont censées nous amener à l'endroit où on doit. Mais c'est un moment de stress malgré tout. J'ai 2 moments de stress. Non, j'en ai plus en fait. Je mentirais en disant que je n'en ai que 2. Le premier moment de stress pour moi est commencer un livre. Parce que je trouve que le premier chapitre, les premières phrases sont tellement plus difficiles pour moi à écrire que la suite du roman. Dans le sens où je sais que c'est cette justesse de ton et de musicalité et la manière dont j'ai posé mes personnages qui va faire que la suite va tenir la route. Et ça, parfois, pour écrire le premier chapitre, je peux mettre beaucoup plus de temps que pour écrire les 20 suivants. Et puis, le métier d'auteur est un métier où on est profondément seul. On est juste confronté à son désir d'écrire et à son propre jugement. Et entre-temps, le livre sort. Donc on doit s'occuper du livre qui sort. Oui, mais entre-temps, j'ai cette attente, une fois que je l'ai transmis à un agent ou à Luce Wilquin précédemment, c'est ces quelques jours de battement où tu te dis, aïe, est-ce que tous ces mois investis, j'ai fait quelque chose qui tient la route, qui peut procurer de l'émotion, qui va faire vibrer les gens, qui va les faire sourire, réfléchir. Et ce premier retour est pour moi le moment le plus stressant. À partir du moment où la personne de référence avec qui j'ai envie de travailler, que ce soit mon éditeur ou mon agent, me dit « écoute, là c'est bon, ça me plaît », je me sens un peu libérée parce que c'est finalement maintenant à toi de me placer, c'est ta part du job qui commence. Et puis, il y a toute l'excitation de rencontrer un nouvel éditeur. Pour moi, rencontrer Flammarion, c'était fantastique. D'être édité par eux, c'était vraiment un grand bonheur. Et après, il y a le stress suivant qui est l'accueil et du lecteur et des journalistes. Donc c'est une succession de petits stress qui jalonnent ce parcours un petit peu solitaire. Et en même temps, ça fait partie du jeu. Le choix de la couverture. Parce que c'est une couverture surprenante. Oui, alors,
j'ai eu beaucoup de chance parce que Louise Danou, donc mon éditrice chez Flammarion, m'a montré différents projets de couverture avec différents artistes. Et j'ai directement flashé sur cette photo qui était une peinture faite par, j'espère que je prononce bien, Hülya Özdemir, qui est une jeune femme turque qui peint des femmes seules et très colorées. Et je suis tombée en amour devant son travail, sa créativité. Je trouve qu'elles expriment beaucoup de choses. Et directement, on était tous les trois d'accord autour de ça. Parce que c'est une couverture qui ressort parmi les autres. Oui, et j'aimerais bien garder cette ligne. C'est pour ça que j'ai Monsieur à la migraine qui était paru chez le Sulca il y a 5 ans, qui vient d'être réédité, retravaillé pour les éditions J'ai lu. Et on a pris le même type de couverture. En tous les cas, une autre illustration, mais de la même artiste. Pour faire, voilà, ça devient une image, quoi. Oui, je m'identifie assez bien à ces femmes. Je trouve que c'est beau. Oui. Il faut persévérer, tu as raison, je trouve que c'est bien. Mais donc, en attendant, le livre vient de sortir, mais tu as déjà, malgré tout, un impératif pour un suivant. Oui, alors j'ai la chance que... Comment peut-on travailler un petit peu, comment peut-on gérer, justement, ce moment d'écriture, comme tu le dis, on aime bien être dans sa bulle, mais les obligations de rencontrer les libraires, de rencontrer les lecteurs. J'avais une dédicace demain, j'en ai encore 2-3 autres avant la fin du mois, c'est des journalistes à rencontrer. J'ai besoin de solitude et d'être dans un rythme assez douillet pour pouvoir écrire. Et donc j'en profite pour le moment pour faire tout ce qui est recherche préliminaire. Donc lire des livres sur la psychogénéalogie, j'ai une grande table de bureau qui est pleine de post-it avec tous les éléments que je ne dois pas oublier de mettre dans le roman. Et c'est un petit peu comme si le livre était en gestation. Pour beaucoup de personnes me disent « Waouh, c'est incroyable d'écrire, je n'arriverai jamais ». Mais finalement, je crois que pour moi c'est la partie la plus aisée du processus. J'ai plus de mal avant à imaginer l'histoire, à créer des personnages cohérents, à faire en sorte de définir les messages que j'ai envie de faire passer, parce qu'un livre c'est toujours une transmission. Après, elle est reçue comme elle est reçue, les gens peuvent adhérer ou pas, et ça peut leur procurer d'émotions ou pas, ou ils peuvent être complètement en désaccord avec la manière dont c'est écrit ou la thématique proposée. Mais le travail en amont est plus important pour moi que finalement que le travail d'écriture. C'est la curiosité qui s'enclenche alors, parce que tu sais que tu vas traiter tous les sujets, et donc tu deviens observatrice de ce qui se tourne. Tout à fait, tout à l'heure j'écoutais la radio en venant, et on parlait d'une personne qui s'appelait Solange, et je me dis, ah Solange, c'est parfait, pour la grand-mère, c'est le nom qui me manquait. Et finalement, je suis observatrice, que ce soit au supermarché, devant mon journal ou dans la rue, et je vais piquer tel détail sur telle personne, et puis retravailler tout ça en émotion et le retraduire dans un autre personnage. Ça c'est un petit peu ce que j'aime faire d'ailleurs dans l'écriture. Oui, c'est développer aussi le mystère aussi. On est tous mystères. On est tous mystères. Je pense qu'on a tous la face qu'on veut bien montrer. Je pense que dans les personnages, dans le livre en question, c'est justement ce côté mystère qui est bien développé. Parce que on voit le personnage et puis à un moment donné, hop, tu vois, il se retourne. C'est surprenant, mais il se retourne. Mais je crois que nous sommes tous comme ces personnages. Nous sommes comme un iceberg, on a une face émergée qu'on montre spontanément et avec facilité, qui est parfois très loin de ce qu'on peut être à l'intérieur. L'idéal évidemment c'est d'être aligné entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on montre, mais je crois que même lorsqu'on est très aligné, une personne bien dans sa peau, on a ou des zones d'ombre, ou des fêlures, ou des blessures, ou des zones qu'on n'a pas nécessairement envie d'exposer. Et moi ce qui m'intéresse lorsque j'écris évidemment, c'est d'aller creuser dans ces failles-là, parce que c'est ça qui va donner une texture, une dimension à mon personnage. À voir dans la vie, je pense que et toi et moi on trouverait les gens lisses assez ennuyeux. Tout à fait. Dans mes livres, j'essaye de ne pas être confrontée trop souvent à des gens lisses. Tiens, quand on arrive dans une nouvelle maison d'édition, quel est l'accueil des autres auteurs qu'on rencontre? Alors c'est très curieux, et je ne sais pas si c'est lié à la maison d'édition où je suis, ou si c'est lié à l'esprit belge. En Belgique, chez Du Sulcain, qui était une très bonne maison d'édition, mais une petite maison d'édition, je n'ai pas l'impression que les auteurs se tiraient dans les pattes. Lu s'organisait jusqu'à quelques années régulièrement, une fois par an, un pique-nique chez elle ou une rencontre, et les auteurs avaient à cœur et avaient plaisir à parler de leur expérience
dans la mesure où finalement je crois qu'ils étaient tous assez intelligents pour imaginer que c'est pas parce qu'on allait acheter leur livre que celui de l'autre n'allait pas être vendu. Et donc je ne sentais pas tant que ça, cette jalousie ou le fait d'être envieux de la réussite de l'autre. Et d'autant plus que dans la maison d'édition de Luce, j'étais déjà très proche avec Isabelle Barry, qui était une de mes meilleures amies quand j'étais à l'Athénée. Donc on s'est connus sur les bancs de l'école, on s'est retrouvés chez Luce, et évidemment la connivence avec une amie d'enfance m'a énormément aidée. En arrivant en France, lorsque j'ai été déjeuner pour la première fois avec mon éditrice, je lui pose la question, je lui dis est-ce que vous organisez des soirées entre auteurs? Et sa réaction m'a fait rire parce qu'elle m'a regardée vraiment avec curiosité en me disant mais pourquoi voulez-vous que j'organise ça? Et je lui dis c'est sympa, nous, les gens échangent, ils partagent. Et elle me dit mais c'est pas du tout dans la mentalité des auteurs français. Et donc je ne sais pas si c'est propre à cette maison d'édition-là. En tous les cas, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer d'autres auteurs flammarions, mais je ne vis pas du tout ça comme une guerre. C'est amusant parce que je connais d'autres maisons d'édition. Très sympathique. Quand tu les vois dans des foires en France, ils se retrouvent tous ensemble, ils font la fête ensemble. Alors certainement, lorsque j'aurai l'opportunité de participer à un salon, ce sera le cas. Et là, ça ne s'est pas encore fait puisque le livre est encore assez récent. Mais j'aimerais beaucoup. Parce que je trouve que une des grandes richesses de ce métier, c'est évidemment de rencontrer les lecteurs, parce qu'on rencontre des gens surprenants, charmants, et qui sortent de notre milieu socioculturel habituel, et puis rencontrer d'autres auteurs. Tu as été tenu au courant des préventes, c'est-à-dire un petit peu... Alors, je commencerai à avoir mes premiers résultats au mois d'août, et j'ai été tenue au courant du placement, qui était très bon. Maintenant, un placement très bon ne signifie pas que les ventes vont être très bonnes, donc je suis dans l'attente. Mais quand on parle de Valérie Cohen dans le Midi de la France, c'est le représentant qui doit travailler, quoi. Tout à fait, puisque personne ne me connaît. Si on vieillit en Belgique, on connaît. Alors, en Belgique, évidemment, ça a été beaucoup plus facile pour eux, puisque j'avais l'autoroute Lucilquin qui m'avait déjà déposé. Et donc, c'est curieux, par exemple, il y avait la Maison de la Presse de Saint-Raphaël qui m'a mis en coup de cœur il y a 2 semaines. Où il y avait un article sur moi dans un journal breton ou dans la Provence. Et donc c'est assez rigolo pour moi d'imaginer que je puisse être en France. J'étais à Nice il y a 2 semaines, je suis rentrée dans une librairie, le livre était là. C'est assez émouvant, parce que quand je rentrais dans une librairie en Belgique, c'était somme toute assez normal. Mais maintenant avec Flammarion, je sens que j'ai passé un étage. Par exemple, à l'aéroport, mon livre est exposé. Ce n'était pas le cas avec Luce Lucilquin. Et donc c'est un chemin. Je veux dire, ce n'est que le début du chemin, j'espère. Mais effectivement, l'aventure est complètement différente. Tout à fait. Valérie, je te souhaite un grand succès chez Flammarion. Merci à toi. Il y aura beaucoup de travail, évidemment. Oui, beaucoup de déplacements pour l'été, je l'espère. Je me le souhaite. Voilà. Je te remercie d'être venu me voir. Merci de m'avoir accueilli. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà.